Alors nous allons faire un duo sur les succursales de la Banque de France. Moi, je m'occupe du 19e siècle et le directeur général en charge du réseau va s'occuper du 21e. Désolé, on va un peu chanter le 20e. Qu'une banque créée à Paris, mais qui porte le beau nom de Banque de France et qui surtout se voit confier le privilège de l'émission de monnaie papier dans un monde où le métal garde toute sa valeur, ait vocation à rayonner sur tout le territoire français, c'est une chose qui paraît aujourd'hui aller de soi. Dès l'origine, pourtant, ce fut un sujet de friction entre le pouvoir politique, et pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit quand même de Napoléon Bonaparte, et les régents de la Banque de France. Une grande partie du XIXe siècle voit se dérouler un conflit latent entre la banque d'une part, très frileuse quant à son expansion territoriale, et des politiques qui voient à leur niveau tout l'intérêt qu'il y a à ce qu'un comptoir de la banque s'implante. Les politiques l'emportent finalement, non sans que la banque marque une résistance forte. C'est la revanche posthume de Napoléon. Mais quand il crée la Banque de France, quelles sont les ambitions de Napoléon ? La Banque de France naît de la rencontre de deux volontés convergentes, celle du premier consul, qui rêve de disposer d'un instrument financier qui soit à sa disposition pour financer ses guerres, à l'égal de la Banque d'Angleterre, qui fut créée pour financer la guerre contre la France, et celle de deux banquiers parisiens qui envisagent simplement la création d'une sorte de club privé de ré-escompte, garanti par l'État et regroupant les plus gros banquiers de la place de Paris. Perregaux et Lecouteux, les deux banquiers, limitent leurs ambitions à la capitale, là où Bonaparte pense déjà à l'échelle nationale. Il s'impatiente vite sur le sujet, écrivant dès octobre 1801 à Perregaux qu'il désirerait que la banque s'occupât d'avoir des correspondants dans les grandes villes de la République. Sans doute Bonaparte et la banque ne mettent-ils pas la même signification à ce terme, car l'année précédente, durant 3 séances, le Conseil général de la banque avait bien nommé une série de correspondants sur l'ensemble du territoire, conformément aux stipulations de l'article 112 de son règlement intérieur. La banque a un correspondant dans chaque chef-lieu de département, dans chaque place de commerce française et dans celle des pays étrangers avec lesquels il est permis de correspondre. Un correspondant a son activité propre et ne dépend aucunement de la banque. C'est pourquoi la question de créer en province des comptoirs d'escompte rattachés à la banque se pose rapidement et pas du fait de Napoléon. Car en décembre 1802, de Lesseps soumet aux régents un mémoire sur les moyens d'établir dans les principales villes de commerce des banques auxiliaires ou succursales de celles de Paris. Outre la facilitation des échanges, la diminution du taux de l'argent, de Lesseps y voit un aspect matériel et pratique, stabiliser l'argent numéraire qui est perpétuellement sur les routes, soit pour solder la balance du commerce d'une ville à l'autre, soit pour alimenter les caisses de Paris et faire face à leur remboursement. Le papier, c'est quand même plus léger. Le rapport est envoyé à l'examen d'une commission à laquelle de Lesseps est aimablement convié à participer. Et comme vous savez, rien de mieux qu'une commission pour étouffer un problème. L'homme a de la suite dans les idées, car en juillet 1805, il revient avec un projet précis, la création d'une succursale à Bordeaux, tandis que son collègue Cévennes propose une réflexion sur le principe même d'établir des succursales pour favoriser le commerce et la circulation des espèces. La proposition de Lesseps fait l'objet d'un examen minutieux et argumenté avant de faire l'objet d'un ajournement pur et simple et indéfini. Cela veut-il dire que les régents imposent leur vision de la banque à Napoléon ? Dans ces premières années, les régents savent garder les mains libres face à Napoléon et maintiennent une politique prudente, totalement tournée vers Paris. Mais tout change avec la crise des négociants réunis, que Pierre Bandrat a très bien expliqué dans un livre, dans laquelle est impliqué un des régents, Després, qui manque mettre la banque en faillite. Napoléon en profite pour reprendre la main et, tout en laissant le capital en main privée, prendre le pouvoir de fait avec la nomination d'un gouverneur fonctionnaire, seul habilité à prendre les décisions. La nouvelle rédaction des statuts confirme la volonté de l'empereur que la banque exécute ses volontés. L'article 10 est explicite. Il sera établi des comptoirs d'escompte dans les villes des départements où les besoins du commerce en feront sentir la nécessité. Le Conseil général en délibérera l'organisation pour être soumise à l'approbation du gouvernement. La discussion des statuts occupe les régents 3 mois et cette rédaction leur semble assez vague pour ne pas leur poser de problème, puisqu'elle leur laisse apparemment la latitude de dire non. Le 4 février suivant, une commission ad hoc présente son travail relatif à l'établissement et à l'organisation des comptoirs d'escompte, et avec une certaine résignation, le procès-verbal note que les régents sont prêts à recueillir les renseignements et les lumières capables de diriger la marche de la banque dans l'établissement des comptoirs d'escompte.
Il s'agit de nécessiter faire loi, car le ministre des Finances de Napoléon, Gaudin, somme par lettre la banque de se prononcer sur la suppression ou le maintien de la banque locale de Rouen. Réponse des régents, en principe, il y a unité de la banque et les comptoirs n'en seront que des ramifications. Les séances suivantes sont consacrées à la discussion point par point du règlement des futurs comptoirs d'escompte, qui sont définitivement établis le 22 mars lors d'une séance extraordinaire et envoyés à Gaudin, le ministre des Finances. Et le 2 juin, le Conseil général, en réponse à un décret de Napoléon en date du 18 mai, désigne Lyon et Rouen comme deux des places où il importe d'établir des comptoirs d'escompte le plus tôt possible. Le 24 juin, un autre décret entérine ce choix et début septembre, les directeurs sont nommés par décret. Comme d'autres villes pourraient sentir des ambitions, à l'instar de Bourges, qui envoie une demande en juillet, le Conseil général, après l'avoir écarté sans examen, juge nécessaire d'établir une doctrine. Il ne délibérera pas sur les demandes de villes comptant moins de 40 000 habitants. Et Napoléon approuve-t-il ces principes ? Les régents pensent en tout cas en être quittes avec ces demandes spécifiques, même s'ils continuent à s'intéresser à la marche de la banque. Et en mai 1810, à l'occasion d'un voyage dans le Nord, Napoléon adresse à Molien un courrier comminatoire que je ne résiste pas au plaisir de vous lire. La banque ne remplit pas son titre et reste Banque de Paris au lieu d'être Banque de France. Je suis intimement persuadé que 200 millions de billets qu'elle mettrait en émission ne suffiraient pas si elle voulait remplir le but de son institution avec plus d'étendue et d'utilité pour les provinces de France. Pourquoi n'escompte-t-elle pas à Valenciennes, à Cambrai, à Saint-Quentin, à Lille ? Par exemple, à Saint-Quentin, elle a un correspondant qui lui envoie le papier qu'il trouve tous les 3 mois pour l'escompter à 4%, mais il prend 1,5% de commission pour 3 mois, ce qui fait 6%. À Valenciennes, la banque n'a pas de correspondant. À Anvers, elle en a un qui, depuis 6 mois, ne fait rien. Ayez, avec le gouverneur et le sous-gouverneur de la banque, une conférence pour porter à 200 millions la masse des actions et pour faire mettre en émission les 15 millions qu'elle a en portefeuille. Mes volontés ne sont pas exécutées quand la banque a 15 millions d'actions en réserve au lieu de les mettre en circulation. Je désire établir l'escompte des billets à Rome et à Lyon et avoir 4 autres succursales de cette espèce. Ces 6 succursales, l'une portant l'autre, peuvent soutenir 5 millions de papiers, cela fait 30 millions. Je désire que dans les villes de France où il y a une chambre de commerce et autres qui serait désignée, ce qui peut aller au nombre de 30 ou 40, la banque ait non un correspondant mais un commissaire, que ce commissaire soit autorisé à prendre du papier à 4%, n'ayant d'autres commissions qu'un dixième pour 3 mois, selon l'usage adopté dans les villes des départements. Et nous pouvons augmenter l'intérêt de plus de 1,5% par an. On aurait alors l'argent à volonté à 4,5% par an. En prenant ces mesures, la banque aurait bientôt 200 millions d'actions et elle remplirait son titre et son but. Occupez-vous de cela et présentez-moi un projet de décret ou une délibération de la banque dans ce sens. Et alors là, Molien ne fait rien. Il n'intervient pas auprès de la banque et il signifie à l'empereur qu'il ne notifierait même pas ses résolutions à la banque. S'ensuit une correspondance entre les deux. Et Molien, dans ses mémoires, tout en reconnaissant que la banque, par ses prétentions, avait fourni à Napoléon de pareils arguments, en partie faux sans doute, mais spécieux, comprend bien que la demande de Napoléon est surtout politique et qu'il veut laisser pour monument de son passage un comptoir d'escompte dans chaque ville. Il le soupçonne d'être bien plus guidé par le besoin d'offrir quelques compensations au commerce que par le désir d'agrandir l'influence de la banque. Donc il rassemble tous ces arguments dans une longue note où il suggère que la banque s'abstienne d'ajouter de nouvelles succursales à celles qu'elle avait établies à Rouen et à Lyon. Et étonnamment, Napoléon approuve la note. Il recommande même à Molien de la communiquer aux régents comme venant de moi, afin de leur laisser la liberté de l'attaquer en votre présence. Il n'abandonne pour cette fois pas ses demandes, puisque dans 2 autres lettres, dictées le même jour, il exige qu'on établisse sans délai à Lille une succursale et qu'on réfléchisse à établir à Marseille un comptoir. Et donc le 5 juin, Molien envoie sa note au régent et Gaudin leur envoie un décret créant un comptoir à Lille. Tout le monde est d'accord sur l'inutilité de cette création. Les négociants locaux, Molien et bien sûr les régents, les renseignements qui en résultent ne sont pas favorables à l'établissement d'un comptoir, mais ils obtempèrent. En revanche, de Marseille, il ne sera plus jamais question, et quand un an plus tard, le préfet de la Nièvre veut ouvrir un comptoir à Nevers, les régents refusent dédaigneusement. Mais alors Napoléon intervient-il de nouveau ? À la suite de ce relatif échec, Napoléon se désintéresse et de la banque et de ses succursales potentielles.
Mais les régents, eux, n'oublient rien. À la chute de l'Empire, ils profitent de la situation nouvelle. La banque se retrouvant sans gouverneur, ils élisent immédiatement un des leurs, Jacques Laffitte, comme gouverneur provisoire. Et le gouvernement de Louis XVIII, qui a d'autres sujets de préoccupation, s'en accommode. Si, par leur incapacité à agir rapidement, ils n'obtiennent pas la modification du statut de la banque qu'ils appellent de leur vœu et qui supprimerait le poste de gouverneur, ils n'oublient pas leur autre sujet de préoccupation, les succursales. Celles-ci s'attendent bien à quelque chose, puisque dès juin 1814, le directeur de Rouen écrit au régent pour qu'il le rassure sur l'existence du comptoir, tant pour sa tranquillité que celle des employés. Il sera répondu, note laconiquement, le procès-verbal du Conseil général. Mais né sous d'aussi mauvaises auspices que celles que j'ai dites, le comptoir de Lille est le premier dont la situation est réglée, et son activité cesse le 1er janvier suivant. Pour les deux autres comptoirs, Rouen et Lyon, la question ne se pose que 2 ans plus tard, mais elle est vite réglée. Le 14 mars 1816, le Conseil général s'y intéresse, et le 6 mars 1817, il approuve le plan de liquidation des 2 comptoirs, qui ont été constamment onéreux à la banque et très peu utiles aux villes où ils sont établis. Est-ce qu'on peut dire, François, que c'est la victoire de banquiers parisiens qui sont les principaux actionnaires de la banque, contre une vision nationale de l'empereur? Oui, mais c'est une victoire à la Pyrrhus, dont certains régents eux-mêmes présentent les effets pervers. De Lesser, toujours lui, et Flory, en mars 1816, alertent le Conseil général sur la nécessité que la banque conserve sa suprématie sur les banques d'escompte qui pourront succéder au comptoir établi ou se former sur d'autres plans. Et il cite l'exemple de la Banque d'Angleterre, où les catastrophes de ces banques particulières ont plus d'une fois porté un préjudice réel à la Banque de Londres. Mais face à un Laffitte pressé, ils n'obtiennent pas l'ajournement demandé. Or, leur analyse s'avère exacte. Les comptoirs de la banque ne sont pas sitôt fermés que se crée à Rouen la Banque de Rouen. Et c'est la première d'une série de des banques départementales, puisque naissent ensuite des banques à Bordeaux, Nantes, Lyon, Marseille, Lille, Orléans, Le Havre, Toulouse. Et si la création d'un comptoir à Lille ne s'imposait pas en 1810, en 1835, il s'y crée une banque. Et alors là, ce qui montre que Napoléon était simplement trop en avance sur son temps, là où il avait choisi des villes industrielles alors qu'il aurait fallu privilégier les ports, la banque qui est créée à Lille est exactement constituée sur le modèle de la Banque de France, elle en étant banque d'émission, d'escompte et de recouvrement, avec pour rayon d'action Lille, Roubaix, Tourcoing et Paris. Et c'est un échec de la politique des régents? À l'occasion de la création de la Banque de Lille, le banquier Verne expose les regrets exprimés par certains régents sur l'abandon que semblait faire la Banque de France de son privilège d'établir les comptoirs. Il rappelle que l'exercice de ce privilège peut être profitable au département comme à la banque elle-même et qu'il permettrait d'établir un système plus uniforme et plus central que celui des banques isolées, étrangères les unes aux autres. Ajoutant que si la banque ne veut pas être complètement déshéritée dans les départements, il faut s'y hâter d'y prendre pied et occuper les villes du deuxième ordre, à défaut de celles du premier, et mériter enfin, par des services rendus, le titre de Banque de France, et conserver pour le renouvellement prochain de la charte de la banque une faculté qui pourrait être compromise si la banque continuait à ne pas en user. C'est un véritable changement de doctrine qui est immédiatement mis en application. À la séance suivante, le même Verne informe qu'il a sondé les villes du Havre et de Reims pour l'établissement de comptoirs. La réponse et l'opinion de la Chambre de commerce de la dernière ville, Saint-Étienne, sont des plus favorables. Reims sont des plus favorables. La banque, après 30 ans de frilosité, se montre alors particulièrement entreprenante en allant démarcher des villes qui ne demandaient rien, comme Montpellier, Saint-Quentin ou Saint-Étienne. À Saint-Étienne, le commerce se montre assez bien disposé à accueillir et seconder cet établissement, malgré l'opposition et l'influence de quelques négociants de Lyon dont les intérêts seraient froissés. Avec la demande au même moment de la création de la Banque de Lille, les régents formalisent leur position sur la création de futurs comptoirs dans les villes où existent des banques. Ils trouvent une formule qui ménage l'avenir. Le Conseil général ne songe pas, quant à présent, à établir une succursale à Lille. Mais la mansuétude manifestée ici reste un cas isolé. À défaut de pouvoir créer ex nihilo un grand réseau de succursales, la banque conforte sa position. Par un véritable jeu de massacre, elle arrive à rejeter
toutes les demandes des places de Foix, Nevers, Amiens, Bourges, Chartres, la Sarthe, Nîmes, Angoulême, Limoges, Alençon, Avignon, en demandant que toute nouvelle demande de création d'une banque départementale lui soit préalablement soumise. Est-ce que ça veut dire que la banque devient alors l'arbitre du secteur bancaire? Oui. En novembre 1938, elle se sent assez sûre d'elle et de sa politique pour demander l'ouverture par anticipation de la négociation du renouvellement de son privilège d'émission, qui normalement échoit en septembre 1943. La loi de prorogation votée en 1940 donne alors à la banque un avantage décisif sur la concurrence locale. Elle lui permet de proposer la création de comptoirs dont une simple ordonnance royale validera l'existence, alors que la création des banques locales reste soumise à la loi et à la validation par la banque. La philosophie est clairement exprimée par le régent Piléville. La banque a le droit de s'opposer à ces créations et elle en a le devoir. Et elle possède le droit de remplacer par des comptoirs les banques locales actuellement existantes, mais à l'expiration de leurs privilèges seulement. Ce qui ne pousse pas la banque à multiplier pour autant ses comptoirs, puisqu'en 1948, elle n'en compte qu'une quinzaine, alors que subsiste une dizaine de banques départementales. La révolution de 1948 et la crise qu'elle entraîne, avec l'instauration du cours forcé des billets, met la banque dans une position centrale dont elle sait user. Fragilisées par ce cours forcé, les banques départementales demandent le secours de la banque, notamment par une éventuelle fusion. À quoi le Conseil général répond qu'il en admet en principe l'utilité et se déclare tout disposé à fusionner avec les banques départementales qui lui en adresseront la demande. Et cela permet à la banque de prendre le contrôle peu à peu de frais des banques départementales, généralement par échange d'actions, comme dans le cas de Lille, sur lequel je reviens, absorbé dès le 27 avril. Cela n'incite pas pour autant à multiplier les ouvertures de succursales. Mais alors comment, avec une telle inertie, expliquer finalement l'essor du réseau? Eh bien, tout change avec le Second Empire. Et ce que le tonton n'a pas réussi, le neveu va le faire. La banque se retrouve très affaiblie par une crise de liquidité qui met à mal ses réserves. Et donc, en 1856, les régents demandent au gouverneur d'Argout de proposer au gouvernement d'anticiper le renouvellement du privilège qui est prévu pour 1867. Ils veulent stabiliser la banque avec une échéance fixe à 40 ans. Le gouvernement accepte, mais tout ne se passe pas comme espéré par les régents, parce qu'eux veulent obtenir l'extension longue du privilège, mais en refusant toutes les demandes qui pourraient être faites en échange. Or, ni le gouvernement ni Napoléon III ne l'entendent ainsi. Les régents ont sans doute négligé de lire un vieil ouvrage de celui-ci, Des idées napoléoniennes, où il écrit à propos de son oncle. Il favorisa la création de la Banque de France, mais tout en la rendant indépendante du gouvernement, il exerçait sur elle une action de contrôle. Il avait l'intention d'ériger des succursales de cet établissement dans toutes les grandes villes de France. Il n'y a pas que Napoléon III, parce qu'il y a aussi les députés du corps législatif qui multiplient les amendements au projet qui leur est soumis pour obtenir l'ouverture de succursales dans leur circonscription. La banque obtient le prolongement de son privilège jusqu'au 31 décembre 1897, mais en contrepartie, elle doit céder aux demandes du gouvernement. Et l'une d'elles est qu'il se réserve d'exiger de la banque l'ouverture de succursales dans les départements où il ne s'en trouve pas dans les 10 ans qui suivent la promulgation de la loi. Napoléon III réalise 50 ans plus tard le vœu de Napoléon Ier. Et alors les rapports entre la banque et le pouvoir politique s'en trouvent-ils apaisés? Le nombre de succursales culmine entre deux guerres à 257. Mais 200 ans après la création de la banque, la nécessaire réduction de ce réseau, avec l'évolution des techniques et des économies locales, ne se fait pas non plus sans difficulté politique. Alors là, l'historien cède la place au témoin, qui a quand même travaillé 25 ans à la banque, et qui va évoquer deux souvenirs liés à ses anciennes fonctions au sein de la Banque de France. Le 4 octobre 1996, Jean-Claude Trichet, gouverneur, doit présenter au haut encadrement de la banque ses orientations concernant les évolutions de celle-ci. Le matin même, le journal La Jiffy, très bien informé, publie ce que doit être le plan de réduction du réseau ramené à une succursale par département. Pourtant, le soir même, à la surprise générale, le gouverneur commence son discours par ces mots : « Le dossier du réseau ne sera pas ouvert ». Il faut dire que si la Banque de France a obtenu 3 ans auparavant son indépendance en matière de politique monétaire,
l'État est toujours son actionnaire et il a toujours son mot à dire sur sa gestion. Et à 2 ans d'élections législatives, on ne parle pas encore de dissolution, mais elle va bientôt intervenir, il n'entend pas agiter des circonscriptions électorales qui comptent pour la plupart une succursale de la banque sur leur territoire. Mais en 2002, après les présidentielles et les législatives, le gouverneur de la banque obtient la carte blanche du gouvernement pour lancer son plan réseau qui est, en 2002, la copie conforme du projet de 96. Et alors là, souvenir très personnel, un soir, je suis dans son bureau où il a réuni sa conseillère parlementaire, ses communicants, dont notre serviteur, le secrétaire général de la banque et ses troupes. Et Jean-Claude Trichet demande au secrétaire général qu'on trouve un moyen de préserver une activité quelconque pour la succursale de Remiremont. Le secrétaire général se récrie, arguant de son manque total d'intérêt. Le gouverneur lui rappelle alors simplement que cette ville a pour maire le président du Sénat et qu'il serait inopportun de mécontenter un personnage aussi important et influent alors que sénateurs, députés, maires, conseillers généraux et départementaux mènent la bronca sur le thème « La Banque de France doit alléger ses structures, mais pas chez moi ». Merci beaucoup, François. Tu viens d'évoquer, comme toujours, avec brio, la création des premières succursales de la Banque de France. Et je vais maintenant porter un regard plus contemporain. Alors, je vais aller un peu sur le XXe siècle, malgré tout, puisque je vais me concentrer sur les 50 dernières années. Alors, pourquoi les 50 dernières années? Parce que les années 70 marquent en effet un véritable tournant. À cette époque, le réseau est quasiment inchangé depuis l'entre-deux-guerres. Il conserve 3 caractéristiques héritées de la fin du XIXe et surtout du début du XXe siècle. D'abord, un maillage territorial très dense. Ensuite, une certaine autonomie dans la gouvernance, ce qui peut paraître surprenant pour une institution napoléonienne. Et puis, des activités encore centrées sur la monnaie fiduciaire et le refinancement des effets de commerce. Et pourtant, entre-temps, il y a eu énormément de progrès techniques, les besoins économiques, évidemment, ont beaucoup évolué. Aussi, le réseau de la Banque de France va-t-il connaître énormément d'adaptations? Pour autant, sur quoi je veux insister, c'est que dans ce processus de transformation, la banque va préserver ce qui constitue l'ADN de son réseau. Une présence de proximité, une capacité d'observation et d'action au plus proche du terrain, au service de l'économie et de la société, le tout servi par une expertise reconnue de ses agents. Alors, puisque j'avais parlé du maillage territorial, comment l'implantation territoriale de la banque a-t-elle évolué? Alors, au début des années 70, le réseau comptait 257 implantations, comme tu l'avais cité, à la période de l'entre-deux-guerres. Cette forte densité était issue évidemment d'une période où la proximité physique était absolument indispensable aux opérations de la banque. Aujourd'hui, nous en sommes à 105 implantations permanentes, ce qui fait d'ailleurs de nous la banque centrale de l'eurosystème avec le plus gros maillage territorial. L'évolution de ce maillage s'est fait en 4 étapes. 1971 d'abord. Alors, en 1971, le gouverneur mandate une mission pour étudier la pertinence du maintien des plus petites unités, mais il insiste bien sur un point, on ne touchera pas aux unités qui sont dans les chefs-lieux de département. Les ajustements vont donc être limités, mais c'est la première fois que l'on commence à réformer le réseau, on lance le processus de rationalisation. 20 ans plus tard, deuxième étape, 1990, on supprime une vingtaine de succursales, on a alors un réseau qui est composé de 211 implantations. Cette étape va marquer aussi une transformation importante dans la gestion de la monnaie fiduciaire, puisque à partir de là, elle va se concentrer progressivement sur un nombre plus réduit d'implantations, j'y reviendrai. Troisième étape, c'est 2003, une étape qui se veut plus ambitieuse. 3 schémas sont alors envisagés. Un schéma purement régional, on regardait à l'époque 22 succursales, un schéma région plus quelques grands départements et un schéma départemental. Et c'est finalement ce schéma départemental qui l'emporte. On maintient donc une succursale dans chaque département et on maintient alors 32 implantations infradépartementales. Et puis, dernière étape, 2013. 2013,
on ferme la plupart des implantations infradépartementales, on reste à une implantation, une succursale par département, auquel on laisse quand même 10 implantations appelées antennes économiques. Et alors, on va combiner ce maillage départemental avec quelque chose qui est très important, qui est la spécialisation. Qu'est-ce que ça veut dire, la spécialisation? Ça veut dire que sur toutes les places, sur tous les départements, on va maintenir ce qu'on appelle les activités de présence de place, d'un méchant mot, front office, ça sera exercé partout, et en revanche, les activités de traitement de dossiers, de back-office, ne se fera que dans les plus grandes villes. Et donc, ce sont les dossiers de cotation entreprises. Chaque année, le réseau de la Banque de France cote plus de 300 000 entreprises. Ce sont aussi les dossiers de surendettement. On a traité, par exemple, l'année dernière, environ 130 000 dossiers de surendettement, qui sont donc ces traitements regroupés dans les villes les plus importantes. Quels principes ont guidé ces transformations? Alors, on voit bien qu'il y a un principe essentiel qui a été préservé, c'est la présence d'une succursale dans chacun des départements. C'est la pérennité, François, de ce que tu as appelé tout à l'heure la revanche posthume de Napoléon. Sa vision d'un maillage territorial fondé sur le département a en effet résisté à toutes les évolutions successives du réseau. Un autre aspect crucial de ces transformations, c'est la concertation. Alors, concertation, bien évidemment, avec les organisations syndicales de la banque, notamment pour les accompagnements de nos agents qui ont subi des mobilités géographiques, et concertation externe aussi, avec les élus de la République. Leur attachement à la présence de la banque s'est manifesté avec force lors des différents plans de réorganisation. Tu as cité, François, le cas de Remiremont. On peut aussi ajouter le cas de Castres. En 2003, le député de la circonscription est allé jusqu'à s'enfermer à l'intérieur de la succursale pour manifester son opposition à sa fermeture. Les réactions, donc, on peut dire, sont un peu symétriques à celles que tu citais au XIXe siècle, c'est-à-dire qu'à l'époque, les villes se disputaient l'honneur d'accueillir une succursale qui, pensait-on, allait apporter un grand bienfait pour l'économie locale. Ça apporte aussi de l'architecture, parce qu'une succursale de la Banque de France, c'est quand même un superbe bâtiment bien implanté. Avec la spécialisation des unités, les implantations immobilières de la banque ont-elles évolué? Oui, elles ont évolué. Le réseau a connu une évolution importante de son patrimoine immobilier en réponse précisément à l'évolution de ces activités. Mais on peut dire que les principes qui le régissent s'inscrivent dans une réelle continuité. Au XIXe siècle, la banque accordait une importance particulière à ces immeubles qui devaient répondre à 4 exigences. La sécurité des opérations, bien sûr, la fonctionnalité, la représentation de l'institution, et tout cela, bien sûr, devait se faire, on a vu quelle était la mentalité des régents, à un coût raisonnable. On disait à l'époque que si une succursale ne devait pas passer inaperçue, son aspect devait donner une impression de sérieux, tout en évitant toute dépense inutile. Ces 4 exigences demeurent tout à fait d'actualité. Je parle sous le contrôle de notre secrétaire général, qui, je pense, ne me démentira pas. La politique immobilière contemporaine s'inscrit vraiment dans cette continuité historique. Si la plupart des succursales régionales restent dans leurs locaux historiques, les succursales départementales, en priorité celles dédiées à la présence de place, sont relocalisées dans des locaux qui sont plus adaptés à leur mission de proximité, qui nécessite de la visibilité, ce qui veut dire cette visibilité qu'on est resté en centre-ville, mais aussi l'accessibilité du public. On a un peu changé de public, on accueille, comme je vous l'ai dit, pas mal maintenant de personnes surendettées qui sont en difficulté financière, et il ne faut pas que les locaux soient des locaux intimidants. En un mot, on a fait tomber les grilles. Alors venons-en à la gouvernance maintenant. Comment le passage d'un réseau de directeurs qui était largement autonome, ça je l'ai connu, est arrivé à une organisation plus intégrée? Alors, au début des années 70, la gouvernance du réseau présente, il est vrai, là aussi des caractéristiques encore héritées du XIXe siècle. Les directeurs locaux sont nommés par décret ministériel, ils jouissent d'une large autonomie et chacun d'entre eux dépend directement du siège. Cette organisation va connaître une transformation profonde en 2 temps. Premier temps, l'émergence de ce qu'on peut appeler la fonction régionale, et puis ensuite, plus récemment, la création d'une direction générale entièrement dédiée aux activités du réseau.
Tout d'abord, la montée de l'autorité régionale. Alors, elle commence dans les années 60. Ce qu'il faut voir, c'est que dans les années 60, l'État définit alors 22 circonscriptions d'action régionale, les ancêtres donc des régions, mais qui sont à l'époque des simples divisions déconcentrées de l'État. Et à ce moment-là, l'État crée aussi les préfets de région. Et la Banque de France va suivre une évolution à peu près similaire, avec le même objectif, renforcer la coordination de l'action locale pour améliorer sa cohérence et son efficacité. Les succursales situées au chef-lieu de région commencent par développer des services d'études régionales avec la création de postes de secrétaire de région. 1975, étape importante, on crée formellement la fonction de directeur régional, mais les prérogatives qui sont alors liées à cette fonction sont dans un premier temps limitées. En effet, les tests indiquent à l'époque que chaque directeur local conserve toutes ses prérogatives et ses relations directes avec les services centraux. 1988, le premier plan d'entreprise de la banque vient renforcer le rôle des directeurs régionaux en leur accordant le nerf de la guerre, les budgets. À cela s'ajoute effectivement la gestion des effectifs et la gestion immobilière. Et en 2003, le plan d'aménagement du réseau va confirmer véritablement l'autorité des directeurs régionaux sur les directeurs départementaux. Enfin, dernière évolution en date, c'est la loi NOTRe de 2016 qui fait passer donc, le nombre de régions de 22 à 13, et évidemment, mécaniquement, on va accroître le pouvoir de chacun de nos directeurs régionaux. À cette formalisation de la ligne hiérarchique qui rattache les directeurs départementaux aux directeurs régionaux, on va rajouter le fait qu'on va créer une direction générale qui sera exclusivement dédiée à la gestion des activités des succursales du réseau. Auparavant, c'était le secrétariat général qui s'en occupait. Là, on crée une direction générale qui va s'appeler en 2008 la DGFP, puis en 2016 la DGCR. Et cette nouvelle direction générale donc, a l'autorité hiérarchique sur les 13 directeurs régionaux, lesquels ont l'autorité hiérarchique sur la totalité des directeurs départementaux, avec bien évidemment la formalisation nécessaire des délégations de pouvoir et de signature. J'imagine que le directeur de succursale départementale d'aujourd'hui n'a plus grand-chose à voir avec celui dont je parlais pendant le 19e siècle. Non, tu imagines bien. Le profil de directeur a effectivement connu une mutation profonde. À l'origine, quand on regarde le profil des premiers directeurs, c'était souvent des notables qui étaient issus des affaires de la place locale. Ils jouissaient d'une très large autonomie, je l'ai dit, entretenaient des relations, chacun d'entre eux, directement avec le siège. Aujourd'hui, on l'a vu, le directeur du réseau, c'est un manager intégré dans une ligne hiérarchique structurée. Cette évolution s'est accompagnée d'une politique systématique de mobilité des cadres, en écho d'ailleurs à la recommandation de Napoléon selon laquelle l'art de gouverner consiste à ne pas laisser vieillir les hommes dans leur poste. Cette pratique, qui était déjà en germe sous le Deuxième Empire, lorsque la banque commençait à envoyer les directeurs formés à Paris plutôt que de les recruter localement, s'est généralisée et structurée. La rotation régulière des directeurs et des cadres permet bien sûr d'abord de limiter les risques de conflit d'intérêts, mais permet aussi de renouveler les approches, d'enrichir les expériences des uns et des autres, et finalement de maintenir la dynamique du réseau. On va parler maintenant des activités de ce réseau. J'imagine que la lettre de Napoléon que j'ai lue tombe complètement à l'eau et que ce qui se fait dans une succursale est complètement différent. Alors, dans les années 70, l'activité des succursales restait quand même largement structurée autour du réescompte des effets de commerce. C'est une mission qui, comme tu l'as dit, remonte aux origines de l'institution et qui est même, on peut dire, la raison d'être de nombreuses implantations de la Banque de France au XIXe siècle. Elle mobilisait encore, en effet, une part importante des effectifs pour l'analyse des signatures, le traitement des effets de commerce, qui constituait vraiment le cœur de l'expertise économique locale. Cette activité traditionnelle va évoluer, se transformer. La fin des accords de classement au milieu des années 80 marque de ce point de vue-là une étape importante. L'éligibilité des créances privées au refinancement de la Banque centrale va s'appuyer désormais sur une cotation.
C'est-à-dire que c'est effectivement la cotation Banque de France qui va permettre la collatéralisation des crédits bancaires. Et de ce point de vue-là, cette cotation Banque de France va être très importante. Elle va traduire aussi une évolution de l'expertise. On met en place d'ailleurs une nouvelle échelle de cotation en 2004, puis elle a encore été améliorée, affinée, plus granularisée, si j'ose ce barbarisme, en 2022. Mais tout ça illustre quand même la mission fondamentale d'évaluation du tissu économique local qui est directement en réalité issu des premiers comptoirs d'escompte. Autre activité historique de la banque, évidemment, on l'a évoqué, la gestion de la monnaie fiduciaire. Et là aussi, ça va connaître très grosse mutation. Dans les années 70, chacun des comptoirs exerce encore cette mission, avec une double dimension historique. La première dimension, c'est une dimension de gros vis-à-vis des banques, et une dimension aussi de détail par rapport aux particuliers. Cette organisation héritée du 19e va forcément devoir être progressivement repensée, va devoir évoluer sous plusieurs facteurs. D'abord, évidemment, on a une exigence accrue de sécurité. Puis, Éric Lacourège en parlait, on a le développement des paiements électroniques, l'automatisation aussi du tri des billets et l'évolution aussi des pratiques bancaires en termes de recyclage de billets. La transformation de l'activité fiduciaire va s'opérer par étapes et aboutir à un modèle spécialisé avec un nombre restreint de sites hautement sécurisés et automatisés. Et donc, nous serons, à la fin de l'année en cours, en 2025, à 14 implantations traitant la monnaie fiduciaire. Mais évidemment, nous maintenons l'expertise historique de la banque dans ce domaine. D'autres domaines d'expertise très importants de la banque dans les régions, c'est sa connaissance de l'économie locale. Alors, longtemps, ça a été un sous-produit, en réalité, des activités de refinancement dont je parlais. Et ensuite, cette activité s'est progressivement structurée. Elles sont bien sûr très proches l'une de l'autre, mais d'une façon un petit peu plus autonome, avec la création en 1959 d'enquêtes conjoncture plus formalisées. Et d'ailleurs, ces enquêtes mensuelles de conjoncture, on en fait encore 8600 chaque mois à la banque, servent à faire ce produit très prisé des décideurs politiques et aussi des décideurs économiques, l'enquête mensuelle de conjoncture. Alors, d'autres activités ont connu une transformation radicale pour finalement disparaître du réseau. C'est le cas notamment de la tenue de compte, qui constituait là aussi dans les années 70 une activité majeure des succursales. Avec la modernisation des systèmes de paiement, la tenue de compte de la clientèle institutionnelle, le trésor public, les banques, etc., a été centralisée. Quant à la clientèle particulière, alors vous avez, en tout cas les moins jeunes d'entre vous ont tous vu ou entendu parler des prestigieux chéquiers de la Banque de France. Et bien, cette activité clientèle, elle a disparu progressivement. En 2004, la loi interdit l'ouverture de nouveaux comptes. En 2003, on a supprimé cette activité qui finalement n'a été maintenue pour le personnel que jusqu'en 2021, qui maintenant a totalement disparu. Bon, tu parles des activités qui ont évolué, des activités qui ont disparu. J'imagine que la banque, quand même, a évolué aussi vers de nouvelles activités. Absolument, tu as tout à fait raison. Il y a d'autres activités qui sont apparues et plus nombreuses que celles qui ont disparu. Donc, je vais en citer seulement 4 qui ont émergé au cours des dernières années et qui me paraissent les plus importantes. D'abord, 1989, le législateur demande à la Banque de France de traiter les dossiers de surendettement. C'est une évolution majeure au sens où la Banque de France va non seulement rendre des services économiques, mais aussi des services à la société. On est là dans une activité qui est à la lisière de l'économique et du social. Cette activité avait d'ailleurs été précédée dès la loi de 84 par ce qu'on appelle le droit au compte, et le droit au compte qui est également géré par les comptoirs, les succursales de la Banque de France. C'est une activité qui s'appuie sur l'expertise financière des agents, qui s'inscrit dans une logique de service public et qui s'est, depuis lors, élargie à une mission beaucoup plus globale d'inclusion bancaire et financière. Ensuite, deuxième activité qui apparaît dans les années récentes, 2008, la médiation du crédit à la faveur de la crise financière de 2008 pour assurer
la continuité des financements bancaires aux entreprises. Là aussi, elle s'appuie sur la connaissance fine de nos agents du tissu économique local. Et la pérennisation de cette médiation montre qu'elle est particulièrement utile dans les périodes de crise. Notamment, on a encore vu son activité croître au moment de la pandémie de Covid-19. Troisième activité récente, 2016, l'État désigne la Banque de France comme opérateur national de la stratégie d'éducation économique, budgétaire et financière. EducFi, on est d'ailleurs cette semaine en pleine semaine de l'EducFi. C'est une nouvelle responsabilité qui, là aussi, est dans le prolongement assez naturel de nos missions, de notre expertise, et qui mobilise le réseau dans des actions de pédagogie, dans des actions de sensibilisation, en liaison notamment avec nos collègues de l'Éducation nationale, mais aussi de nombreux acteurs locaux. Et puis enfin, l'activité la plus récemment apparue, l'an dernier, c'est l'indicateur climat qui, là aussi, est déployé par les succursales pour accompagner les entreprises dans leur transition climatique. Et je crois que cette nouvelle mission illustre une nouvelle fois parfaitement la capacité de la banque à intégrer tous les enjeux économiques les plus prégnants. Modification de la taille du réseau, évolution des activités, quel est l'impact sur les effectifs du réseau? Alors, dans les années 70 et jusqu'aux années 2000, les effectifs du réseau représentaient la moitié des effectifs des succursales, parfois même certaines années un petit peu plus. Depuis lors, et malgré l'enrichissement des missions dont je vous ai parlé, les effectifs se sont réduits pour représenter environ un tiers des effectifs totaux de la banque. Cette évolution quantitative s'explique par plusieurs facteurs. Bien sûr, le premier facteur très important dont je vous ai parlé, c'est la diminution des activités fiduciaires, qui était une industrie de main-d'œuvre très importante, et puis ensuite l'automatisation progressive de nombreuses tâches qui sont traitées et maintenant réalisées évidemment avec l'informatique dans l'ensemble donc des activités tertiaires. Mais à ce propos, je veux vraiment rendre un hommage aux agents des succursales qui ont su accompagner toutes ces évolutions. Ils ont adapté sans cesse leur expertise technique, ils ont maintenu un engagement sans faille au profit des missions de service public, et en fait, les agents des succursales, ce sont en réalité les voix et les visages de la Banque de France, ce sont ceux qui finalement incarnent la Banque de France et qui la rendent concrète. Sinon, on fait beaucoup de missions donc passionnantes mais très techniques et qui échappent à beaucoup de nos concitoyens. C'est vraiment le réseau et ses agents qui concrétisent la Banque de France auprès de nos concitoyens, et les résultats sont là. Une enquête de satisfaction qui est faite de façon indépendante par CSA montre que la satisfaction atteint presque les 90% de la part de nos usagers, ce qui pour un service public est évidemment absolument considérable. Et à travers toutes ces transformations, on voit que des constantes demeurent: la proximité territoriale, le service aux entreprises et à l'économie locale. Le réseau s'est aussi enrichi de missions d'aide à la société, de services à la société. Parler de l'EducFi, de l'inclusion financière avec le surendettement. Et puis, bien évidemment, le service public reste le fil conducteur de l'ensemble des activités. Alors, puisque je parlais de la revanche de Napoléon, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, toujours, le réseau est l'essentiel de la masse de granit qu'il souhaitait? Alors, l'évolution du réseau de la Banque de France depuis 50 ans, je crois que c'est vraiment l'illustration qu'une institution plus que bicentenaire comme la Banque de France peut se transformer en profondeur tout en restant fondamentalement fidèle à ses missions. Cette composante essentielle de la masse de granit voulue par Napoléon a su s'adapter aux mutations de son environnement sans perdre sa solidité. Et je crois que cette capacité à se transformer est un atout majeur pour l'avenir face aux nombreux défis. On parlait tout à l'heure des grandes incertitudes qui caractérisent aujourd'hui notre environnement, mais face aux défis simplement posés par la transformation numérique, l'arrivée de l'intelligence artificielle, la transition écologique et puis des attentes renouvelées des publics, le réseau de la Banque de France et ses agents disposent, je crois, vraiment de toutes les qualités nécessaires. Une culture de service public, mais vraiment chevillée au corps, un ancrage territorial qui garde toute sa pertinence
et qui, une fois encore, donne raison au premier consul.